Je suis très heureux de vous retrouver. Notre invité principal ce soir, c'est Benjamin Castaldi. Quel accueil. Alors Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici ce soir parce que je n'ai pas suivi Secret Story 4. Et j'aimerais que vous me fassiez un résumé. Alors, qui a gagné, la bimbo, le cinglé, la pute ou le PD? Je crois que c'est le PD. C'est le PD. Très bien. Et c'est vrai que cette année, ils ont tous été vendus à un cirque après l'émission, non? Oh, non, je les ai trouvés pour certains plutôt touchants. Ah. Et je trouve que Benoît, puisqu'on en parlait, est un garçon qui, s'il ne fait pas le cake en sortant, peut faire quelque chose. Alors, Benjamin, en P1, nous serons tous les deux. Ouais. Nous parlerons de vous, de vos origines, de votre famille, de votre carrière et du livre que vous publiez à l'occasion du 25e anniversaire de la mort de votre grand-mère, Simone Signoret, qui donc n'a pas pu vous voir habillé en fille présenter Secret Story. Non, c'est dommage. Ça leur aurait fait rigoler, je pense. Ouais. J'espère, en tous les cas. En P2, nous accueillerons 4 nouveaux invités pour discuter avec nous de ceux qui ont fait l'actualité de la semaine. Jacques Julliard, pour son livre « Que sont les grands hommes devenus » chez Perrin. Vous connaissez Jacques Julliard? Non. Depuis le départ de Mélissa Thoriot, c'est l'atout charme d'LCI. Ah, très bien. Il est formidable. Toujours en P2, nous accueillerons Luc Ferry pour son livre « La révolution de l'amour » chez Plomb. Lui, je le connais. La révolution de l'amour, ça fait plutôt chanson de Jennifer que livre de Luc Ferry, mais enfin, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Encore en P2, nous accueillerons Omar et Fred pour leur DVD, le SAV des émissions, saison 4. Les gens les adorent, hein? Ouais, mais ils sont formidables. Je suis sûr qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'Omar était noir. En P3, après le zapping et Guillaume, nous accueillerons notre invité du samedi 20h ce soir, le père Chapelier, qui a décidé de claquer la porte de l'église. Voilà, l'émission s'appelle Salut derrière. Et le groupe Les Gréments de Fortune. Alors, Benjamin, rebonsoir. Ouais. Après un premier livre familial qui s'appelait Maintenant, il faudra tout se dire, qui avait fait du bruit en dévoilant les relations ambiguës qu'avait entretenues Yves Montand avec sa fille adoptive Catherine Allégret, votre maman, vous publiez Dans les yeux de Simone, avec 300 photos, l'album de famille que vous n'aviez pas. Que je n'avais pas. J'ai pas de photo de famille. J'ai une photo avec ma grand-mère. Ouais. Pas de photo d'anniversaire, pas de photo de Noël, pas de photo de jour de l'an, rien du tout. Je pense qu'à la maison, comme il faisait des photos tout le temps, on n'en faisait pas en famille. Voilà. C'est un manque, hein. Ouais. C'est terrible, ça. Hein. Ouais. Franchement, quand on repense aux années passées, ça peut faire de la peine. Hein. Ouais. Donc je me suis fait mon bouquin à moi. Voilà. Voilà, exactement. Alors, vous avez recueilli dans les agences des photos de Simone Signoret de 1940 à 1985. Alors, la dernière fois que vous avez vu votre grand-mère Simone Signoret, vous aviez 15 ans. Vous quittiez la propriété familiale d'Auteuil en laissant une vieille dame assise devant ses mots croisés, clope au bec, lunettes sur le nez. Ouais. Vous ne saviez pas qu'elle avait un cancer du pancréas et qu'elle était condamnée. C'est vrai que quand je suis parti de la campagne, je suis parti avec l'insouciance d'un garçon de 15 ans qui pense la revoir le week-end d'après et je ne l'ai jamais revue. Alors, vous prendrez conscience du monstre sacré qu'était Mamie Simone. Le jour de sa mort. Parce que quand je fais la route qui me sépare donc, de la maison de campagne d'Auteuil, toutes les radios font le parcours de ma grand-mère. Je le connaissais comme ça. Mais quand on se rend compte que l'Oscar, qu'on a côtoyé 250 000 fois, et qui est sur le piano, on ne s'est jamais demandé qu'est-ce que c'était, pour quel film, en quelle année, qu'est-ce qui s'était passé. On se dit, bon Dieu, t'es quand même passé à côté de tout. Et c'est pareil pour l'allée de Kennedy, c'est pareil pour les disques d'or, c'est pareil pour les Britannic Awards, c'est pareil pour tout. À 15 ans, on pense aux filles, au tennis, à faire du sport et pas à l'histoire de ses grands-parents. C'est un peu dommage. Alors, vous comprenez à ce moment-là que ce n'est pas une mamie ordinaire. Elle est morte sans avoir eu le temps de vous raconter Casque d'Or, Gabin, Hollywood. En revanche, elle a eu le temps de vous conseiller de lire. J'ai pas fait. J'ai vu les murs tapissés avec les intégrales de Flaubert et de Zola. Ouais. Vous vous êtes dit... Non, Zola, j'ai fait un peu l'intégrale. Flaubert, c'est un peu chiant. J'ai essayé. J'ai quand même fait Maupassant. Je me suis fait un semblant de culture, forcé, contraint. Vous préfériez aller piquer les bouquins érotiques dans la chambre d'Yves Montand. Oui, les Kamasutra, les Playboy, les New Look, puis les films aussi. J'ai eu le son et l'image. Et c'est vrai que Montand aimait bien raconter ses conquêtes féminines. Après la mort de votre grand-mère, il vous parlait de Marilyn Monroe. C'est quelqu'un qui avait besoin de parler de sexe en permanence. C'est vrai qu'il m'a raconté avec force et détails sa relation avec Marilyn. Et quand on l'écoute, c'est évidemment pas de sa faute. Il n'a rien voulu faire avec Marilyn. Oui, c'est elle qui l'a dragué. C'est elle qui a tout fait. Ouais. Thierry, c'est vrai.
Ouais. C'est elle qui a tout fait. Elle a tout voulu. Et c'est vrai que Montand, c'était un séducteur dans l'âme. Ouais. Il voit passer une femme, il faut qu'il y ait une séduction, il faut qu'il se passe quelque chose. Montand était comme ça. Et c'est vrai qu'il parlait de sexe assez librement. Et bon, bah, c'est bien, ça m'a appris plein de choses. Alors, après son Oscar, votre grand-mère rentre en Europe. Elle laisse Yves Montand finir avec Marilyn un film au titre prédestiné, Let's Make Love. Ouais. Et ce qui devait arriver arriva, évidemment. Simone avait eu l'Oscar et Marilyn aura Montand, quoi. Ouais, elle n'aura pas longtemps. Ouais. Il est rentré finalement, donc c'est ce qui compte. Et que ma grand-mère, quelque part, est pardonnée. Même Elle est pardonnée, elle a dit, vous connaissez beaucoup d'hommes qui auraient pu résister à Marilyn. On peut pas dire mieux. Ouais. C'est pas pour ça qu'il faut recommencer. En même temps, c'est là que votre grand-mère commence à grossir. Elle boit et elle se venge d'une certaine façon en offrant sa déchéance à Montand. C'est vrai qu'il y a un avant et un après. Ouais. C'est vrai que ma grand-mère a devancé l'âge. Et c'est vrai qu'elle a accéléré considérablement son vieillissement. Et quand je vois ma mère, qui a le même âge que ma grand-mère quand elle est morte, 64 ans, que je les Elle est compare... beaucoup mieux conservée. Ah oui. Oui, beaucoup. Beaucoup mieux. Clairement. Ouais, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Alors, Montand, évidemment, souffrait de ce que votre grand-mère était devenue. Il a cette phrase terrible. Il dit « Être l'amant de Casque d'Or, c'était facile, mais il a fallu beaucoup d'amour pour aimer Madame Rosa. » Mais c'est pas pour aimer, pour rester. Ouais. C'est encore pire. Ouais. Bah oui, mais en même temps, c'est tellement honnête. Il faut accepter, et je pense que dans leur couple, il y a ces petits arrangements qui font qu'un couple dure. Ouais. C'est vrai qu'entre une femme qui accepte que son mari vive sa vie d'homme et un homme qui accepte que sa femme vieillisse, finalement, ça fait une belle histoire. C'est ce qu'il faudra retenir au final. Pour rester ensemble, il faut le décider. Exactement. Voilà. Alors, Simone Signoret était une femme engagée politiquement. Vous dites, vous imaginez que je commence à discourir sur le Darfour, Benjamin Castaldi, bouleversé par le sort de Sakiné, bonne blague. En présentant des émissions vides de sens, je suis condamné à la fermer. Ouais, Quand vous dites des émissions vides de sens, ça veut dire que vous les faites uniquement pour l'argent, finalement. Je dis, dont on dit qu'elles sont vides de sens. Moi, j'ai la chance de faire un métier que j'aime, qui est celui d'animer des émissions, des grands spectacles, des grands shows. Il n'y a pas tant d'émissions que cela à la télévision, on est en direct. Ça fait 10 ans que j'ai fait les plus grosses émissions du PAF français. J'ai fait La Nouvelle Star, j'ai fait Le Loft, j'ai fait Secret. Sans prétention, je pense que j'ai acquis une certaine connaissance et une certaine maturité là-dedans. Je me régale à le faire. Évidemment, c'est pas du Baudelaire, c'est pas du Rimbaud et c'est pas du Amélie Nothomb. On est tous d'accord, encore que Amélie Nothomb, je sais pas. Mais voilà, moi je le fais avec cœur et le jour où j'aurais plus envie de le faire, je le ferai plus. Ouais. Alors je suis très bien payé pour le faire, c'est vrai. Mais cet argent d'abord, je le mets au service de la création puisque ma société... C'est important ce que je vais dire. Ma société récupère 100% de mes revenus d'animateur, c'est-à-dire que je redistribue avec les collaborateurs que je paye pour créer, pour produire. Donc c'est pas pour moi à 100%. Non, mais il n'y a pas de mal à aimer l'argent, de toute façon. De toute façon, moi j'ai jamais eu de problème avec ça. J'ai eu tendance à une époque à dire l'argent c'est bien. Bah ouais, c'est vrai, je préfère rouler en Ferrari qu'en 2 chevaux. Oui. Je le dirai plus parce qu'après on vous dit c'est qui ce petit con bling bling. Donc je dis maintenant je roule en 2 chevaux, même si c'est pas vrai. Non mais c'est vrai que vous n'avez pas attendu d'être célèbre pour faire des conneries pour l'argent. Il y a eu l'épisode rocambolesque où vous partez à Los Angeles relancer la carrière de la chanteuse Esther Galil. Ah oui. Le jour se lève, qui avait fait ce tube phénoménal. Vous êtes fait plumer là. Ah oui, mais je suis le roi des cons. Hein. Mais c'est marrant. C'est-à-dire que plus con que moi à cette époque-là, il n'y avait pas, je pense. Je ne sais pas ce qui me guidait à cette époque-là, mais je me suis barré là-bas pendant 3-4 mois. J'ai mené grand train et j'ai pris le train au cul. Ouais. En fait, je sais pourquoi vous aimez l'argent. Parce que vous avez toujours l'image de Montand arrivant à Auteuil en Ferrari, 275 GTB gris métal, précédé par le son du V12. Donc là, vous vous dites, c'est ça être un mec. Et d'ailleurs, à l'époque où vous êtes à Los Angeles pour Esther Galil, à un moment, vous êtes assis à l'arrière d'une limousine qui fait 8 mètres de long. Et à ce moment-là, vous dites, je suis Montand. Exactement. Donc en fait, c'est peut-être pour ça, tout simplement. Je vais faire la psychanalyse à 2 balles. C'est ça, mais c'est bien, ça m'évitera une séance. Mais c'est vrai, moi, Montand, l'image que j'ai de cet homme extraordinaire, c'est qu'il était toujours bien habillé. Toujours le costard tiré à 4 épingles. Il monte dans sa bagnole. Quand il monte dans sa bagnole, lui, c'est pas comme nous. Nous, on rentre, on a l'air de rien. Mais lui, c'est toujours artistique. C'est toujours beau. Bon, et effectivement, il a tout réussi. Quand il prend une voiture, c'est une belle bagnole. Quand il a une femme, c'est la plus belle du monde. Enfin, bon. Ce luxe que vous adorez, il n'y a pas de mal à aimer le luxe, c'est ce qui vous a pas coûté trop cher. Si. Il vous a coûté Flavie parce que. Arrêtez, oh non. Non, mais elle est partie en disant il y avait trop de luxe. C'est une connerie, on va le dire. C'est une connerie absolue. Moi, quand je suis avec une femme et j'essaie de lui rendre la vie belle. Si je peux l'emmener sur un bateau de 35 mètres plutôt qu'un Zodiac, je préfère le bateau de 35 mètres. Par contre, c'est vrai que c'est pas parce qu'on a un beau bateau, une belle bagnole, un bel appartement et un bel enfant qu'on est heureux en amour. Ça, c'est vrai.
Alors, Catherine Allégret, votre maman, dit de vous, il a beaucoup de talent, beaucoup de capacités. Il est allé à la facilité. S'il bossait un peu plus sur d'autres trucs, il pourrait prendre un virage. Ouais. Est-ce que ce virage, vous avez envie de le prendre? Pas maintenant, mais il va falloir que je le prenne un jour. Parce que vous rêvez d'un talk show quotidien Ouais. avant le 20h, par En fait, exemple. j'aurais rêvé de Thierry Ardisson. Oh, mais je ne le souhaite pas. Vous dites... Mais si. Bah, Vous avez le temps de faire des talk shows, de toute façon. mais oui, mais aujourd'hui, si Castaldi se mettait à faire un talk show, on dirait, mais En tous les cas, vous c'est qui dites- ce con qui parle, là? Vous dites, je pourrais en surprendre plus d'un. Oui, ça c'est vrai. J'ai plus de complexe ni sur la culture, ni sur Ouais. la connaissance. Pour finir, il y a un truc que je comprends pas. Vous avez déclaré, je me déteste, je ne m'aime ni en photo ni à la télé. Non. Bon, pourquoi? Benji. Benji. En fait, je ne m'aime pas, fondamentalement. Mais je vous dis pas ça pour qu'on me dise oh et qu'on applaudisse. Je ne m'aime pas parce que je sais pertinemment, venant de là où je viens, que mon accomplissement intellectuel, culturel, artistique n'est pas fait dans le métier que je fais, on va pas se mentir. Il faudra un jour que je me prouve autre chose Oui, que ce vous que j'ai avez le déjà temps. fait. Mais oui. Voilà. Voilà. Nous, on vous aime, mais en Mais- plus, vous êtes cash, vous êtes sincère, et ça, c'est plutôt rare dans C'est notre gentil. boulot. Une grande qualité. Nous sommes toujours en compagnie de Benjamin Castaldi. Et nous accueillons Jacques Julliard, Luc Ferry et Omar et Fred. Alors, bonsoir Jacques Julliard, bonsoir Luc Ferry. Chaque semaine sur LCI, sous la houlette de l'excellent Jean-François Rabillou, vous confrontez vos opinions sur l'actualité de la semaine. Ça s'appelle tout simplement Ferry-Julliard. C'est top. Et vous êtes un petit peu à LCI, ce qu'Omar et Fred sont à Canal+, c'est-à-dire un duo comique. Eux, ils font le SAV des émissions, et vous, vous faites le SAV de la politique, voilà. Le problème, c'est que dans votre duo, on ne sait pas lequel est le noir, moi. Ça, c'est le problème. On attend la réponse. À la fin de l'émission. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous êtes tellement intelligent et cultivé que vous arrivez à avoir raison tous les deux, même quand vous n'êtes pas d'accord. Ça, c'est bien vu, ça. Le seul truc sur lequel vous êtes d'accord, c'est l'importance des après-shampoings. Ça. Alors, Jacques Julliard, vous publiez chez Perrin « Que sont les grands hommes devenus ?» et c'est Luc Ferry qui va faire le pitch. L'idée est la suivante, pourquoi la démocratie n'aime pas les grands hommes? Ouais. Est-ce que la démocratie, qui veut que tout le monde soit à égalité, peut supporter ce qui dépasse, non seulement sur le plan politique, mais aussi artistique, littéraire, philosophique? C'est une vraie question. Et la réponse de Jacques, si je le comprends bien, c'est que pour qu'un grand homme apparaisse quand même dans ce monde démocratique, il prend l'exemple du général de Gaulle, il faut deux choses. Il faut à la fois des circonstances exceptionnelles, pour le général ça a été le cas, et il faut en même temps quelqu'un qui a un courage exceptionnel et qui est capable de dire non. C'est un bon pitch, non? Ouais, c'est très bien. Il est bon en pitch, hein? Non mais je l'aime bien, c'est pour ça. Alors, c'est vrai que la vie publique a longtemps été organisée autour de personnalités phares, des chefs de guerre dans l'Antiquité. Au XVIIIe et sous la Révolution, c'était les grands hommes qui ont été panthéonisés. Ensuite, les écrivains, les savants. Et aujourd'hui, la société audiovisuelle ne connaît plus que les stars. Oui. C'est ça le problème. Alors, c'est vrai que les grands hommes tiraient les citoyens vers le haut, et les stars qui veulent ressembler à l'homme de la rue tirent les citoyens vers le bas. Ils les tirent vers eux-mêmes. Quand vous vous interrogez sur la place des grands hommes dans notre société, vous découvrez en fait qu'elle est au cimetière aujourd'hui. La vérité, c'est que le grand homme n'arrive à surgir que s'il a une avance sur l'opinion. C'était le cas de De Gaulle. C'était l'homme le plus opposé à son temps. C'était un homme du passé à bien des égards. Dieu sait si on l'a reproché. Or, sur la plupart des problèmes, il avait de l'avance sur le Parlement et même sur les citoyens. Ouais. Alors, le grand homme, c'est à la fois quelqu'un qui est différent des autres, mais en même temps qui essaye de formuler ce que l'opinion, ce que le peuple n'a encore pas formulé. Ouais. C'est très compliqué, ça. Aujourd'hui, il y en a un de grand homme. Non, je ne crois pas. Il n'y en a pas. Et puis, il n'y a de grand homme que s'il y a la guerre, Ouais. s'il y a la révolution, s'il y Ouais. a des choses horribles. Ouais. Dieu nous garde des grands hommes si on veut vivre heureux, quoi. Il faut bien le C'est dire. une bonne phrase.
Je crois que ce qui fait le grand homme, c'est aussi le fait qu'il incarne quelque chose qui est supérieur à l'humanité. Ouais. Une transcendance, pour employer un gros mot. En démocratie, comme on veut des lois qui sont fabriquées par les humains et pour les humains, c'est beaucoup plus difficile d'avoir quelqu'un qui incarne un principe supérieur à l'humanité. Vous, qui c'est les grands hommes pour vous aujourd'hui en France? Moi, je préfère les équipes d'Angleterre au foot, personnellement. Hein. Anelka, c'est un grand homme. Ah oui, c'est oui. un grand homme en France, oui. ouais. Par exemple, si on parlait de personnes qui dépassent un petit peu, par rapport aux joueurs français, il dépasse parce qu'il a la première grève dans l'histoire de la Fédération française de football. Elle est passée par... Non, mais c'est vrai. Un des grands ressorts du sport, justement, moi je trouve que c'est assez fascinant, c'est que c'est le seul domaine dans lequel on voit se reconstituer une hiérarchie incontestable, on ne peut pas discuter, et c'est un spectacle pour les peuples démocratiques qui est tout à fait fascinant, parce que c'est le seul endroit où l'aristocratie est encore autorisée. Bien vu. Bravo, Luc. Voilà pourquoi je regarde leur émission. Alors, Luc, vous publiez chez Plomb La Révolution de l'amour, et je vais faire le pitch, moi. Vous expliquez dans votre livre, donc, le sacré, c'est ce pourquoi on pourrait mourir. Alors, dans l'histoire de l'Europe, évidemment, on est mort pour Dieu, on est mort pour la patrie, on est mort pour la Révolution, mais la déconstruction du XXe siècle a liquidé, en fait, ces figures du sacré pour lesquelles on était prêt à mourir. Aujourd'hui, l'humain devient la seule figure sacrée. La seule chose pour laquelle nous sommes prêts à mourir, ce sont ceux que nous aimons. Voilà. Et l'histoire qui rend raison de cette constatation, c'est l'histoire de l'invention du mariage d'amour, l'invention du couple amoureux, de la famille fondée sur le choix. C'est la fin du mariage arrangé, quoi. La fin du mariage arrangé par les villages, comme dans les pièces de Molière. Eh bien, sous l'effet de cette histoire qui est absolument passionnante, nous vivons aujourd'hui ce que j'appelle la sacralisation de l'humain, c'est-à-dire que les gens que nous aimons nous apparaissent comme sacrés au sens où on pourrait risquer nos vies pour eux. Voilà. Alors, le point qui est pour moi fondamental, c'est que c'est pas un repli sur la sphère privée, comme on pourrait le croire, mais en fait, ça induit ou ça fait exister une nouvelle question politique qui est la question des générations futures, c'est la question de savoir quel monde, nous les adultes, nous prendrons la responsabilité de laisser à nos enfants. Et ça reconfigure complètement, je crois, la vie politique. C'est pas simplement la question de l'écologie, mais c'est aussi la question de la dette, c'est la question du choc des civilisations, c'est la question de la mondialisation. Bref, c'est la question de l'avenir, mais que nous pensons aujourd'hui le plus souvent par rapport à nos enfants, parce que nous les aimons par-dessus tout, et que nous aimons aussi ceux avec lesquels nous les avons fabriqués. L'amour est au centre du monde. All you need is love. Vous avez découvert les Beatles ou quoi, vous? C'est le dernier mec qui m'a parlé comme ça. C'était dans un combi Volkswagen à Goa en 69. Il tirait sur un chilem, le mec. J'ajouterais une chose. Luc, à la manière des antiques, il voit dans la philosophie la recherche du bonheur, alors que la plupart des philosophes sont des philosophes du drame, du drame existentiel, de la vie. Et de ce point de vue-là, il occupe une place particulière. C'est pour ça qu'on l'aime, d'ailleurs. Alors, pourquoi vous seriez prêt à mourir, vous, Fred? Moi, j'ai pas envie de mourir, moi. Non, risquez votre vie. Pour la patrie, pour Dieu, la Révolution ou les tiens? Je préfère être blessé, quoi. Non, je sais pas, ça me gêne vraiment. On va passer au candidat suivant. Pourquoi serais-tu prêt à mourir? Je ne me suis jamais posé la question. Benji, pourquoi tu serais prêt à mourir? Une Porsche? Une Ferrari? Non, moi je serais prêt à mourir pour la liberté. La liberté. Ah, quand même. Moi, pour la grammaire. Je serais prêt à mourir pour la grammaire. Omar et Fred, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ici pour un livre choc intitulé « Un noir, un PD, ah, elle est belle la France ». Oui. Un livre qui dit tout haut ce que les gens pensent tout bas en vous voyant. Ouais, exactement. Alors, bientôt Noël, vous sortez le SAV des émissions saison 4. Luc et Jacques, vous connaissez? C'est l'émission qui a relancé... Pourquoi pas? C'est l'émission qui a relancé le téléphone fixe en France, c'est vrai. C'est vrai, il y a eu des ventes qui ont été dopées. De toute manière, j'en ai entendu tellement de bien Oui. que c'est comme si je les avais déjà vus. Bien rattrapé. C'est vrai qu'il y a un coffret en forme de téléphone fixe dans lequel il y a les 4 saisons. Et dedans, il y a un combiné téléphonique, en fait, qu'on peut s'accrocher à son propre téléphone portable et on peut donc répondre comme ça. Voilà. Ce qui est un très, très gros C'est un téléphone. très beau cadeau de Noël. Petite main libre, encombrante. On va regarder à quoi ça ressemble. Service après-vente des émissions. Service après-vente, bonjour. J'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Qu'est-ce qui se passe? Allez, défibrillateur, vite. Faites un massage cardiaque, sinon on le perd.
Qu'est-ce que vous faites, docteur Shepard? On tente de sauver l'euro. Il va falloir tenter une liposuction. On va enlever la graisse. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'ai lu une étude comme quoi, quand il y avait une grande crise, les électeurs américains élisaient un grand président. Ah oui, bah regardez par exemple Obama mesure 1m88. Hein. Eh, donc c'est vrai. Alors c'est-à-dire qu'en France, c'est cool, on a une toute petite crise. Une petite crise de rien du tout, quoi, toute rikiki. Oh putain, tu vas avoir des problèmes, toi. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu vas avoir des gros problèmes. Mais non, mais j'ai rien dit, j'ai dit qu'on a une petite crise. C'est pour encourager les Français. Ils vont te sécher. Mais j'ai rien dit. Service après-vente, bonjour. Allô? 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 Salut, c'est Paul le milliardaire. Vous m'entendez pas avec le tuba. Ouais. Alors c'est juste pour dire que là je suis à Bali. Voilà, bah, je fous rien. Juste pour vous dire, bon courage, j'ai lu sur internet, c'est la merde en France. Voilà, en tout cas moi je m'éclate. Allez, bisous les petits Français, bye. Bye, connard. Voilà, le SAV, les émissions, saison 4. Big up pour le SAV. On passe maintenant à ceux qui ont fait l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko 1. Alors franchement, vous croyez que c'est vraiment une bonne idée de nommer Gainsbourg à Matignon? Comparer Borloo à Gainsbourg, c'est paraît-il la vanne qu'avait trouvée Sarkozy en 2007 pour écarter l'hypothèse d'un Borloo Premier ministre. Pourtant, Gainsbourg à Matignon, ça nous plaisait bien à nous les Français. On était 44% à réclamer Borloo et sa tête de fêtard contre 35% pour Fillon et sa tête de croque-mort. Que voulez-vous? Il est sympa, Borloo. Même Fabius le reconnaît. Bon, ce monsieur Borloo, c'est un homme sympathique. Je crois qu'il a été un avocat d'affaires florissant. Et je crois qu'il a fait du bon travail à Valenciennes. Voyez, il est tellement sympa que même l'opposition l'adore. D'ailleurs, quand il a présenté le Grenelle de l'environnement à l'Assemblée, tous les socialistes ont voté pour. Ah, si seulement Borloo avait piloté la réforme des retraites. Il aurait discuté le coup au bistrot avec les gars de la CGT. Ça n'aurait jamais fait tant d'histoire. Le seul petit défaut de Borloo, c'est qu'il était pas super bien peigné. Mais depuis qu'il met de la gomina, le v'là fin prêt pour diriger la France. Sarkozy n'a plus qu'à virer Fillon pour mettre Borloo à la place. Ben justement, il est là le problème, c'est Fillon. Ce gars vient de pousser 3 millions de Français dans la rue. Et pourtant, 51% des Français veulent qu'il reste Premier ministre. Vous êtes marrants, vous. Ça fait 2 mois qu'on nous parle de remaniement. Si Fillon reste, qui sait qui aura encore l'air malin? Voilà, c'était l'édito de Blacko 1. Mise en image de Julien Grappe. Alors, avant de commencer, on va faire un peu d'échangisme. Fred, est-ce que tu peux aller à côté de Ferry? Fred et Ferry. Omar Julliard, c'est pour la rime. Ah oui, d'accord. Recycler Borloo comme Premier ministre, c'était dans le Grenelle de l'environnement, ça. Moi, il y a une chose qui me préoccupe. Dans les duettistes que vont constituer demain, si les pronostics sont exacts, Nicolas Sarkozy et Borloo. Ouais. C'est que dans tout duettiste, il y a toujours un clown blanc et un Auguste. Ça allait très bien avec Fillon, parce que Fillon, c'était évidemment le clown blanc, et Sarkozy, c'était l'Auguste. Or là, je crains qu'on ait 2 Augustes en même temps. C'est vrai. Mais absolument. Sarkozy, à côté de Borloo, il fait presque rassurant maintenant. Mais absolument. Regardez, quand on avait, par exemple, Mauroy et Mitterrand. Oui. C'est vieux, ça. Oui. Eh bien, il est certain que Mitterrand, c'était le clown blanc. Oui. Hein, il avait, comme ça, ce côté sévère, il engueulait le monde. Et puis, au contraire, Mauroy, il était jovial, Rubicon, etc. Et ces clowns-là, quand ils sont ensemble, ça marche. Oui. Mais lorsque vous mettez 2 Augustes ensemble ou 2 clowns blancs ensemble, personne ne rit. Mais voilà. Alors, je le trouve excellent. Il est encore meilleur qu'LCI. C'est Canal. Il y a du champagne ici. Oui, c'est le champagne. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Moi, je ne crois pas du tout au remaniement. Je crois que ça ne servira à rien. Moi, j'ai toujours pensé que ça amusait la galerie, c'est-à-dire les journalistes, pendant 48 heures, et que les Français n'étaient pas stupides au point de penser que ça allait changer vraiment quelque chose. On nous dit Borloo, maintenant, c'est l'arrivée du social. Enfin, faire du social après les grèves, quel sens ça a? Moi, je trouve que si Sarkozy voulait faire du social, il fallait le faire à partir du mois de septembre, quand il y avait les grèves. Maintenant, le social, on en a ras-le-bol.
qui est extrêmement sympathique en vrai chez Borloo, c'est que c'est un type tout à fait singulier, qui ne ressemble à rien d'autre, ce qui était dans le personnel politique quelque chose de rare. Mais je pense sincèrement que Fillon a raison, il faut garder le cap. L'avantage de Borloo, c'est que ça peut relancer la filière viticole. Il y a la coiffure aussi. Dans mon livre, je raconte l'histoire de la bohème avant 1900, 1850-1900. Oui. Et dans les groupes bohèmes, il y a des groupes qui sont formidables. Il y a les je m'en foutistes, il y a les fumistes, et il y a les hirsutes. Les hirsutes, j'aime beaucoup les hirsutes parce qu'ils sont comme l'ami Borloo, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, ils ont l'air de tomber directement du lit, avec le cheveu en bataille, la joue froissée, la chemise torchonnée. Et c'est vrai que parmi les grands poètes des hirsutes, il y avait Jean Richepin que Brassens a mis en musique. Aux vies heureuses des bourgeois, qu'avril bourgeonne ou que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Eh bien, voilà, je trouve que ça va très bien à Borloo, les hirsutes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Omar? Citation peut-être, Omar. Oui, une citation de Bruce Lee qui disait le succès. Bruce Lee disait le succès est un voyage et non une destination. Ah, c'est bien. Voilà. Donc moi j'ai ça comme citation. Et toi alors? Ça peut être bien de changer après, je pensais au niveau des ministres pour renouveler au niveau des émissions de télé, parce qu'il y en a qu'on fait déjà au moins une dizaine de fois. Et il faut changer les invités. Je pense au Grand Journal, le Canal, l'émission de Ruquier, c'est pareil. Là, pour nous, c'est important, que ça change un peu de temps en temps. Après, moi, j'aime bien le changement. C'est pour ça que je change de coupe de cheveux pour toujours plaire à Omar, etc. Ça se passe bien. Omar se laisse pousser la barbe, pareil, donc c'est bien si ça change. Il faut se surprendre, il faut se surprendre. Mais la seule vraie surprise, ce serait s'il gardait Fillon. Quand Mitterrand a viré Rocard pour prendre Cresson, qui était populaire, ça s'est terminé très très mal. Donc il aurait intérêt à garder Fillon et à ne pas faire l'erreur de Mitterrand. Et quand Pompidou a viré Chaban, même cas. Même cas. Et il faut quand même jamais virer un Premier ministre qui est plus populaire que vous. Voilà. Parce Nicolas, si tu nous regardes, en tous les cas, c'était notre petit conseil, Nicolas. Benjamin. Écoutez, pour Borloo, je citerai Nietzsche, ce qui est atteint est détruit, donc... Oh là là Ils sont formidables. Luc Ferry a mis le niveau très très haut, là. Non, il y a des gens qui sont sur Google, là. Là, ils sont sur Internet pendant l'émission. Il y a une oreillette, là, c'est pas possible. C'est bien, dis donc. Et là, pour Borloo, effectivement, si on se réfère à Nietzsche, je pense qu'il ferait mieux de ne pas y aller. Voilà. On continue à discuter de ceux qui font l'actualité avec l'édito de Blacko 2. Décidément, il est vraiment trop fort, cet Obama. Une fois de plus, il a été plus malin que tout le monde. Vu les résultats, on pourrait penser le contraire. C'est quand même la plus grosse branlée électorale prise par un président américain aux élections de mi-mandat depuis 1948. Mais attention, si le mouvement des petits partis a mis les démocrates au tapis, il pousse aussi les républicains dans les cordes. Malgré son nom, le Tea Party n'est pas un parti, c'est une mouvance républicaine ultra-conservatrice, sans programme bien défini, où chaque leader a ses lubies et son petit slogan populiste. I'm you. Ils emploient le terme Tea Party pour se référer à la première révolte des Américains en 1774 contre le pouvoir anglais. Aujourd'hui, pour 20% des Américains, ce ne sont plus les Anglais qui leur bouffent la laine sur le dos, mais tous ces sales politiciens planqués à Washington. Ils ont confiance en Dieu, pas dans le gouvernement. Et bien sûr, leur cible préférée, c'est Obama. Et quand il s'agit de dire du mal d'Obama, Fox News sait y faire. À l'été 2009, la chaîne organisait des débats sur le thème « Les États-Unis sont-ils devenus un pays communiste ?» Et en même temps, sur la même chaîne, Glenn Beck, l'une des vedettes de l'antenne, a comparé 147 fois Obama à Hitler depuis juillet 2009. C'est le Washington Post qui a fait les comptes. Hitler. Forcément, aux yeux des républicains modérés, les candidats des Tea Parties passent pour des extrémistes. Du coup, Obama peut rêver de sa réélection. Et ouais, si ses adversaires républicains se divisent en 2 camps, et si chaque camp présente un candidat, et pendant qu'on y est, si l'économie américaine se relançait enfin, ce serait la réélection assurée. Oui, bon, d'accord, ça fait beaucoup de si, mais après une branlée pareille, faut bien lui remonter le moral à ce pauvre baraque. Voilà, c'était l'édito de Blacko 2, mise en image de Julien Grappe. Bravo Blacko, bravo Julien.
Donc c'est vrai, ce pauvre Obama, maintenant, il va être obligé de convaincre des députés qui pensent que la masturbation est un crime, que l'évolution n'a jamais existé, que l'avortement, même en cas de viol, c'est pas possible. Enfin, c'est terrible la situation à laquelle il est. Je ne sais pas comment ils vont faire respecter les lois contre la masturbation. Mais oui, enfin, oui. Ça, c'est une chose au passage. Mais je redeviens... en grande forme. Hein. Très en forme. Je redeviens sérieux. Ouais. Obama, il est victime de la crise, comme tous les premiers ministres et présidents à l'heure actuelle. 2, il est victime du déclin des États-Unis. Ça, n'importe quel président américain le subirait. Et troisièmement, il est victime du racisme, il faut le dire. Les Américains ont élu un président noir et nous avons tous admiré qu'un peuple blanc vote, élise un président noir. Seulement, il y a maintenant le retour du refoulé. Et lorsque j'entends les Tea Parties, lorsque j'entends les gens de Fox News, qu'est-ce que j'entends? C'est un racisme qui n'ose pas tout à fait s'avouer, mais qui est de plus en plus insidieux. Lorsqu'ils parlent de sorcières, il y a un côté Ku Klux Klan là-dedans. Hein. Et lorsque les présentateurs de Fox News comparent Obama et Hitler, ce qui est proprement aberrant, ce qui est de la folie. Moi, je crois qu'il faudrait psychanalyser ce que ça veut dire. Ça veut dire, eh bien, face à un Obama, il faudrait faire le retour de Hitler. Voilà ce que ça veut dire. Il y a une régression à l'heure actuelle qui est due, en effet, aux difficultés économiques, en bonne partie, et qui est due au fait qu'ils n'ont pas digéré leurs propres vertus. Voilà. Les Américains, ils font comme les Européens. En cas de crise, ils se replient sur le nationalisme. Hein. Voilà, exactement. Ils sont dans une phase de repli, ils ont peur de la Chine, ils ont peur de tout, ils ont 10% de chômage, il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu ça. Obama, il a fait des réformes qui étaient à long terme, alors que les gens voulaient des réponses précises à leurs problèmes quotidiens. Mais on ne redresse pas un pays comme les États-Unis en quelques mois, ça, j'en suis convaincu. Mais il y a autre chose. Souvenez-vous qu'Obama a fait rigoler tout le peuple démocrate avec sa phrase « Yes, we can, but ». Oui, nous pouvons, mais évidemment, ça voulait dire que c'était plus difficile que prévu. Et je crois que ce qu'il subit aux États-Unis, ce que nous subissons en Europe, c'est extrêmement grave. C'est que l'entrée dans le circuit du commerce international, de l'économie internationale, de 2,5 milliards de pauvres, c'est-à-dire les Indiens et les Chinois. Ça ne peut pas ne pas attaquer de manière absolument dramatique tous nos systèmes d'État-providence et tous nos systèmes industriels. L'Amérique est un pays complètement désindustrialisé qui ne vit pratiquement que par la finance. Et évidemment, l'entrée dans le circuit de ces pauvres sans protection sociale, c'est quelque chose qui est absolument dramatique pour les Américains. Et ce n'est pas simplement aux États-Unis qu'on voit Tea Party, extrême droite, populiste. C'est dans le monde entier aujourd'hui qu'on a une réaction populiste et je pense qu'elle est liée à ce phénomène qu'est la mondialisation. Et donc, je crois que c'est quelque chose qui nous touche aussi, qui va toucher toute l'Europe et qui va être terriblement dur dans les 10 années qui viennent. Incroyable, c'est de voir que quand Bush faisait la guerre, il était adulé. Et quand il fait une réforme de la santé, on le traite de communiste. Mais cette réforme de la santé, ce n'est pas du tout l'introduction de ce que nous, Français, nous appelons le service public. En vérité, c'est aussi très largement des subventions aux assurances privées. Alors, le côté positif, c'est que tous les Américains maintenant sont assurés, mais ils sont obligés de s'assurer, un peu comme pour nous, pour nos voitures, par des assurances privées. Et donc, les démocrates reprochent aujourd'hui à Obama d'avoir, au fond, cédé au lobby du privé et d'avoir fait une réforme qui est à mi-chemin. De même pour la guerre en Afghanistan, la guerre n'est pas terminée, alors qu'il s'était engagé à terminer la guerre. Guantanamo n'est pas fermé. Et Guantanamo n'est pas fermé. Et donc, les démocrates lui reprochent beaucoup de choses aussi. Il faut bien voir qu'on perd aussi quand on perd dans son camp. Voilà. Je trouve terrible pour un peuple chrétien, qui se prétend chrétien, d'appeler socialiste, communiste, un mec qui est humaniste. Simplement quelques mesures de solidarité avec les plus pauvres. C'est vraiment une inversion des valeurs qui est épouvantable. Non mais nous, on ne peut pas trop se plaindre, ne serait-ce qu'à Paris, nous, on a les Vélib, donc on est bien, quoi, nous. On est gâtés. Non, mais ce qui est intéressant, par contre, c'est que quand quelqu'un accède au pouvoir, un président, on ne sait pas vraiment quelle est sa marge de manœuvre. Elle est infinitésimale, c'est ça le problème. La meilleure chose qu'on pourrait faire en France, c'est d'expédier la CGT et la CFDT, plus c'est faux, en Chine. Quand les Chinois auront une protection sociale, quand il y aurait des mouvements sociaux en Chine, il commence à y en avoir. Eh bien, on retrouvera un équilibre entre les nations et du coup, on retrouvera un pouvoir national, un pouvoir, une marge de manœuvre politique. Aujourd'hui, la vérité de la politique démocratique, que ce soit d'ailleurs en France ou aux États-Unis, c'est que nos hommes politiques n'ont pas de pouvoir.
Pourquoi? Parce que dans un contexte mondialisé, les leviers de la politique nationale ne lèvent pratiquement plus rien. D'où le yes we can, but. Ouais. But, c'est compliqué. C'est pas aussi facile que prévu. Benjamin? Je ne le vois pas partir tout de suite, Obama. Reagan et Clinton, ils ont perdu les élections à mi-mandat, non? Et ils ont gagné le deuxième mandat après. Absolument. Il y en a qu'un que ça peut réconforter, c'est le président Sarkozy. Voilà, qui doit évidemment comparer les chiffres et qui doit trouver qu'après tout, aux États-Unis, ça se passe pas mieux qu'en Mais France. si on envoyait Sarkozy à Washington et qu'on envoyait faisait tout le venir monde, Obama alors. à Paris, peut-être ça marcherait. Ce serait une très bonne idée, Hein? finalement. Il y a l'émission sur M6, là. On a échangé nos mamans. Bien, merci. Donc, Benjamin, merci d'avoir été avec nous. C'est à vous. Je rappelle le titre du livre, Dans les yeux de Simone, chez Albin Michel. Une formidable, un album de photos. Des photos excellentes sur sa grand-mère. Nous sommes toujours en compagnie de Jacques Julliard, de Luc Ferry, d'Omar et Fred. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Alain Chapelier. Bonsoir. Non, je vous appelle plus père, puisque vous publiez chez First un livre intitulé « Ne m'appelez plus père ». C'est fini, ras-le-bol. Vous avez raccroché la soutane, vous avez claqué la porte de l'église. Oui. On va en parler à 20h. En attendant, j'accueille Stéphane Guillon. Bonsoir. Bonsoir Stéphane. Bravo. À vous Stéphane, pour la semaine des Guillons. Un homme ayant proposé une inflation à Rachida Dati risque 6 mois de prison. Heureusement qu'il ne lui a pas proposé un crack surprise avec fluctuation des bourses, effet de levier, déflation sur son portefeuille et éclatement de la bulle. Il prenait 10 ans ferme. Ça, il y en a qui ont compris en retard. Jean-Louis Borloo a proposé à Nicolas Hulot de devenir ministre de l'écologie. S'il était nommé à Matignon, celui-ci a refusé. C'est normal. Hein. Borloo, passé 1h du matin, il propose des ministères à tout le monde. Nicolas Ushuaïa, tu veux être mon ministre de l'écologie? Non, non, merci, Jean-Louis. Tapi Nana, tu veux être mon finance pour magouiller tranquille? Ah, merci, ma couille, merci. De toute façon, ça sert à rien d'accepter. Le lendemain, Borloo se souvient plus des ministères qu'il a donnés. Sorti d'un sextoy à l'effigie de Barack Obama, l'Obamarator, c'est son nom, fait 21 cm 5. En revanche, il n'y aura pas de Sarkorator. Trop petit, trop petit. Un godemichet, faut quand même que ça donne du plaisir. Sorti d'un Berlusconitor. C'est lui en personne. Il nique tellement, c'est un godemichet à lui tout seul. Très bon résultat pour Éric Besson qui a fourni les chiffres de reconduite à la frontière. 15 455 retours forcés et 5 929 retours aidés. Alors, on va voir la photo d'un retour forcé. Ouais, ils n'ont pas le choix, hein, ils doivent embarquer. Et voici la photo d'un retour aidé. Ah ouais. Le sans-papier ne veut pas embarquer, du coup, on l'aide. Vous avez également le retour jeté si vraiment le sans-papier fait chier. « 500 000 € d'argenterie dérobée chez Bernard Tapie. » Ah ben non, non. Elle est à nous, l'argenterie. L'État vient de rembourser 210 millions d'euros à Tapie. Ça fait 4 € par Français. L'argenterie, elle est à nous. Moi, je veux récupérer une petite cuillère ou un rond de serviette. Il n'y a aucune raison. En France, naissance des premiers bébés issus d'un ovule congelé. Cette technique n'existait pas à l'époque de Véronique Courgeot.
C'est dommage. Sinon, congeler un bébé issu d'un ovule congelé, tu respectes la chaîne du froid, t'es acquitté. Il est génial pour ça. Pierre Sled, nommé conseiller au programme de France 3, une promotion inespérée pour cet intime de Nicolas Sarkozy qui ne dispose que d'un CAPES d'éducation physique. Tout à fait, Jean-Pierre, magnifique piston, du très grand art à ce niveau de la compétition. Pierre Sled, éternel remplaçant, abonné aux dernières places et qui se retrouve en tête de peloton sur le podium. Effectivement, Thierry, et on me signale que Pierre Sled sait jouer Hotel California à la guitare, une corde qui pourrait l'aider à choisir les programmes de France 3. Magnifique promotion de cette République bananière. Je vous rends l'antenne, ici Boulogne, à vous la présidence. Gérald Dahan virait de France Inter après un sketch très acide sur Michel Alliot-Marie. Une décision politique, selon lui, une erreur de casting, selon Philippe Val, qui est là ce soir pour s'expliquer. Philippe Val! Philippe Val, bonsoir. Alors, bonsoir. Alors pour vous, ce n'est pas une décision politique? Ah non, en aucune façon. Gérald n'était pas au niveau. Comme les deux autres branquignoles, Guillon et Porte, qu'on a gentiment écartés. Alors Philippe, on dit que vous êtes sous l'influence de Nicolas Sarkozy, que vous adoptez sa gestuelle, son phrasé, c'est vrai? Non. Non, c'est faux. Vous savez, je vais peut-être vous surprendre, mais j'ai même une vraie indépendance éditoriale. Vous savez, combien de fois cet été, au Cap-Nègre, Jean-Luc Hess et moi, on a dit à Nicolas, on n'est pas d'accord. On veut pas aller à la plage. On préférerait faire du vélo. Alors, effectivement, quel est pour vous, parce que vous tâtonnez beaucoup, Philippe Val, quel est l'humoriste idéal pour France Inter? J'ai une liste. Du lundi au mardi, Brice Hortefeux. Brice Hortefeux et ses blagues sur les Arabes. Hein, c'est le grand retour de l'humour colonial. Le mercredi, le bêtisier de Frédéric Lefebvre. Le jeudi, concours de paix d'André Santini. Oui. Et tous les vendredis, Benjamin Lancard qui nous présentera son nouveau spectacle intitulé Pierre Laval est un chic type. Monsieur le Président, enfin Philippe Val, merci. On a hâte de voir cette grille, cette nouvelle formule. Et comme dirait l'autre, France Inter, écoutez la différence. La différence. La différence. Le vrai texte, c'est la différence. La différence. Vous voyez ce genre de plaisanterie, on a vraiment l'impression que c'est du Gérald Dahan. C'est nul à chier. C'est nul à chier. Monsieur le Président, merci et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. C'était Stéphane Guillon, que vous retrouverez ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Et maintenant, on passe à l'invité de 20h. Alain Rebonsoir, vous êtes né en 1946 à Oudan, dans les Yvelines. Votre père travaillait dans les travaux publics, votre mère était comptable. 4 ans plus tard, bien que vos parents ne soient pas croyants, ils décident de vous faire baptiser. Ça se faisait à l'époque, c'est ça, quoi. Ça continue d'ailleurs de se faire encore souvent, sans véritablement se poser la question de savoir ce que signifie le baptême. Alors, votre enfance se passe dans le 18e arrondissement de Paris, vous êtes à l'école publique, scolarité se passe plutôt bien. Bien que vos parents ne soient pas croyants, ils vous inscrivent au catéchisme. Toujours pareil, parce que ça se fait. Voilà, ça se fait, oui. Pour la même raison, vous ferez votre communion et votre confirmation. Oui, tout à fait. Parce que ça se fait. Tout à fait. Pourtant, à l'adolescence, vous commencez à vous poser des questions. Qu'est-ce que je fais sur Terre? Est-ce que Dieu existe vraiment? Si oui, que faire? Sinon, que faire? Ouais. Et c'est vrai, c'est la question qui m'envahissait. Alors, vous allez à la messe le dimanche, malgré la méfiance de vos parents envers les curés. Ça m'arrivait, oui.
Alors un jour, vous annoncez à votre père que vous voulez devenir prêtre. Et là, il s'est mis en colère. Bien sûr, oui, oui, oui. Parce que vraiment, pour lui, ce n'était pas du tout une voie intéressante. Ouais. Alors après un bac littéraire, vous vous inscrivez en fac de philo et vous travaillez à l'assistance publique. Dans un bureau d'administration, Voilà. oui, il fallait bien que je gagne ma vie. Là, vous ressentez un vrai besoin de spiritualité. Et en 1967, donc à l'âge de 19 ans, vous partez en Inde, Oui. sac à dos. Bus, boui-boui, infâme sur la route de Ouais. Kaboul, bref, tout ce que tant d'autres de ma génération ont connu. Tout à fait. J'ai raté mai 68, j'ai raté le Verdun des gens de ma génération à cette époque-là. Je caressais les statues à Persépolis, mais bon, je ne le regrette pas. Alors, l'apogée de ce voyage initiatique, c'est Gandhi. Oui, l'ashram de Gandhi, la non-violence, le partage des terres entre possédants et non-possédants. Ouais. J'ai eu le sentiment de faire un voyage dans la Bible. Nous étions dans un autre âge, des gens qui étaient totalement habités par ce qu'ils faisaient, qu'ils vivaient de très peu. C'est une révélation pour vous. Ah, complètement. Mais là, vous apprenez que votre père est mort quelques semaines plus tôt. Oui. Vous rentrez en France pour Oui. retrouver votre maman et vous reprenez votre petit boulot administratif Tout à fait. à l'assistance publique. Vous faites votre service militaire. Oui. Vous passez quelques concours, mais la question de Dieu continue à vous tarauder l'esprit. Et un jour, une amie vous écrit au sujet de l'abbé Caffarel. Oui. Et c'est avec lui que vous allez découvrir la foi. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait d'extraordinaire, cet abbé Il avait Caffarel? d'extraordinaire qu'il a consacré sa vie à enseigner la prière. Ouais. La prière intérieure, ce qu'en Orient on appellerait la méditation, ce qu'en termes bien catholiques on appelle l'oraison. Et ça a été une découverte absolument extraordinaire. Mais là, vous rencontrez Dieu. On peut le dire. Alors, vous avez une phrase formidable, vous dites « C'est toute la différence entre entendre parler de Penélope Cruz et la rencontrer. » C'est tout à fait ça. Ouais. Alors, vous avez 25 ans, vous décidez de devenir prêtre, et là, vous allez faire 6 ans d'études à Rome, à la faculté de théologie des Jésuites. C'est une vie sympa, hein, c'est idyllique. C'est une là-bas. vie très sympa Ouais. et totalement artificielle. Ouais, hors du monde. Où on est dégagé de toute responsabilité autre qu'étudier ce qui nous passionne, un rythme qui n'est pas tuant, en compagnie choisie, au cœur de la plus belle ville du monde. Oui. Mais Ouais. heureusement que ça n'a qu'un temps. Alors, en 1978, vous êtes ordonné prêtre, vous êtes nommé dans une petite paroisse de la région parisienne, et très vite, vous voyez ce que vous n'avez pas voulu voir auparavant, les églises vides, tristes, les cérémonies bidons. Avec un public habitué, des confrères fatigués, un monde qui vit très replié autour de soi. Alors, à l'époque, vous êtes également aumônier dans un collège, dans un lycée, et vous êtes effondré de voir à quel point les animateurs ne s'occupent pas des enfants dont ils ont la charge, mais en fait passent leur temps dans des guerres d'ego. Il y a un jeune qui se suicide et donc ça vous amène à la dépression. Plusieurs. Plusieurs, oui. Là, vous êtes obligé de vous faire soigner pendant 3 oui, ans. oui, oui. Ouais. Oui, oui, j'ai été drogué de médicaments abrutissants. Et c'est une expérience aussi passionnante, mais on est content d'en sortir. Et Dieu ne pouvait rien pour vous à ce moment-là. Vous savez, quand on reçoit un coup sur la tête, on n'est plus ni croyant, ni incroyant, on est assommé. Ouais. Un coup en plein cœur, c'est pareil. Ouais. Voilà, j'étais sidéré par la douleur, et à ce moment-là, on ne sait plus ce qu'on croit, ce qu'on ne croit pas. Ouais. Alors ensuite, donc, vous êtes nommé dans une nouvelle paroisse à la campagne. Vous allez rester 15 ans. Et, Oui, et à avec peu beaucoup près, de boulot, parce qu'à un moment, vous occupez de 19 villages. Oui, 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 tout à fait. Alors, vous vivez mal entre les consignes du Vatican et la réalité du terrain. Ça a été vraiment votre problème principal, ça. Oui, entre cet évangile qui, pour moi, nous invite à nous libérer de l'ego, de ses peurs, de ses désirs, de ses craintes, de ses joies, de ses douleurs, pour travailler à faire un monde plus beau, plus vrai, plus juste, plus heureux, plus vivant. Et une pratique religieuse qui me donnait le sentiment que les gens cherchaient à s'abriter derrière un bouclier de croyance, Ouais. au-dessous duquel l'ego continuait. Par exemple, le divorce, qui est considéré par l'Église comme Oui. un adultère public, Oui. interdit aux divorcés de communier. C'est quelque Oui. chose qui vous a choqué, ça. Mais généralement, c'est un drame Bien pour sûr. ceux qui divorcent, quelles que soient les circonstances.
il vaut mieux les aider que leur dire « Ah ben non, le bon Dieu va te punir ». Pareil pour l'homosexualité. Je crois que l'Église gagnerait à avoir une attitude vis-à-vis des homosexuels, là aussi, beaucoup plus constructive. J'ai rencontré suffisamment d'homosexuels pour savoir le drame que ça représente pour beaucoup de découvrir leur homosexualité. Ouais. Et puis après, dans la vie sociale, même s'il y a des progrès, c'est jamais facile. Ouais. Là encore, aidons-les. À l'époque, vous êtes également aumônier de prison et vous êtes confronté au problème du préservatif. À mon avis, l'homme d'église qui a dit, selon moi, la chose la plus saine à ce sujet, c'est l'abbé Pierre qui disait « N'ajoutez pas le crime à la faute ouais. ». C'est évident. Alors, il y a les non-dits, la pédophilie. Vous-même, vous racontez qu'à l'époque du séminaire à Rome, vous avez un jour ressenti une forte pulsion sexuelle pour un ado qui se faisait bronzer en maillot de bain. Et je n'en tire ni gloire ni honte parce que, Dieu merci, j'ai rencontré 2 jours après un prof jésuite, psychiatre, prof d'éthique à l'université grégorienne qui m'a remis les choses en place. Et Dieu merci, ça s'est remis en fait. Je veux dire. Il vous a dit qu'une pulsion, si on passait pas à l'acte, voilà quoi. En quelque sorte, oui, c'est neutre. L'important est de contrôler. C'est une question qui est jamais abordée en plus dans la formation des prêtres, ça. Je pense que maintenant, elle doit l'être. Mais en tout cas, à mon époque, ça ne l'était jamais. Ce sont des choses dont on ne parlait pas. Ça pose le problème du célibat, en fait. C'est fatigant, cette histoire de problème du célibat des prêtres. Que les prêtres soient mariés, pas mariés, mais peu importe. Que le prêtre soit d'abord un homme libre et qui libère. Que le prêtre soit d'abord un homme humain. Si, pour cela, il faut qu'il soit marié, eh bien qu'il se marie. S'ils peuvent vivre cela dans le célibat, eh bien qu'ils le vivent dans le célibat. Ce que je voudrais, c'est qu'effectivement, la liberté soit offerte. Vous, par exemple, ça vous a manqué de ne pas avoir une femme? Ça m'a probablement manqué, je n'en ai pas toujours été conscient. Vous savez, on a une vie, quand on est prêtre, tellement prise de l'aube jusqu'au soir. Je ne suis pas sûr que j'aurais été un bon mari le soir en rentrant, que j'aurais eu la patience d'écouter les problèmes des gosses et de mon épouse. Mais je crois surtout qu'on doit changer le statut du prêtre. On a voulu, depuis le XVIIe, XVIIIe siècle, en faire une espèce de réincarnation de Jésus. C'est totalement utopique et illusoire. Ouais. La chasteté, vous l'avez vécue comment? Il y a un saint suisse qui disait de la prière, Dieu fait que quelquefois on y va comme à la danse et quelquefois on y va comme au combat. Ben là c'est pareil, il y a des moments plus faciles que d'autres. Et certains, quand j'étais en pleine dépression, on sent la solitude, bien sûr. Et puis il y a d'autres fois où on se sent totalement libéré et on se dit tiens... Je ne suis pas esclave de mon sexe? Voilà, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Mais vous avez quand même eu des moments où vous avez craqué quand même? Pas que je sache pendant mon ministère. Ou alors j'ai oublié. Enfin, finalement, vous avez démissionné? Oui. Vous dites « Je me vois mal représenter une institution qui implique des choses qui vont contre ma conscience. » Hélas, oui, de temps en temps. Justement... donner des choses qui, pour moi, sont aussi importantes, mystérieuses, profondes que les sacrements à des gens qui ne s'intéressent pas à cela, oui, ça va contre ma conscience. Et aujourd'hui, quel jugement vous portez sur Benoît XVI? Je crois que c'est un homme sincère, doux, pas méchant, mais enfermé dans le palais du Vatican, enfermé aussi dans le dogme, puisque c'est quand même d'abord un théologien, oui, Ratzinger, oui. Entouré de gens... le monde du Vatican est quand même un monde extrêmement fermé. Bon, je crois qu'avec toute sa bonne volonté, il peut faire des gaffes, mais qu'évidemment, à la place où il est, ça prend tout de suite beaucoup d'écho. Vous allez faire quoi maintenant, Alain? Ben, je sais pas, je cherche du travail. J'en appelle à toutes les propositions sont les bienvenues. Ouais. Depuis que vous êtes plus prêtre, oui. Vous avez le droit d'avoir des rapports sexuels avec des femmes. Oh, mais ça vous obsède. Oui. Ça vous obsède. J'ai le droit, mais j'ai pas forcément le devoir. Oui. Bon. Non, parce que c'est la grande vie maintenant qui s'ouvre. Vous avez une fille à marier? Oui, j'en ai 2. Luc, ça vous... Ah, moi, ça me parle énormément ce que vous dites. En plus, je vous trouve absolument passionnant. On voit chez vous une espèce de calme apparent, une capacité d'expression remarquable, et on sent que ça bout en dessous. Moi, je vais vous dire, j'ai eu une chance inouïe dans ma vie, c'est de recevoir le catéchisme de la part des prêtres ouvriers.
Je me souviens encore de leur nom, Raymond Lebas, Roger Tacoun, des gens comme ça, qui étaient... ils ressemblaient beaucoup à l'abbé Pierre, à Sœur Emmanuel. Ils étaient des gens absolument formidables. Et j'ai gardé la foi grâce à eux jusqu'à l'âge de 7 ans. Et quand je l'ai quitté, la foi, j'ai gardé grâce à eux une véritable passion pour le message du Christ. C'est la sortie de soi. C'est le fait qu'au fond, cette religion vous invite à sortir de vous-même, à ne pas rester prisonnier de l'ego. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus beau dans cette religion. Je dis toujours bêtement, mais que si j'avais un livre à emporter sur l'île déserte, comme on dit, ce serait l'Évangile de Jean. Et je sens ça chez vous, évidemment, et je pense que ça n'a en effet rien à voir avec le clergé. C'est autre chose. Je crois, oui. Le message du Christ n'est pas la propriété privée du clergé. Je trouve cet échange est très beau et je pense moi aussi que quoi qu'on pense, que l'on ait la foi ou pas, la seule chose qui ressemble à ce que l'on appelle le divin, c'est Jésus-Christ. Bien, Omar, je sais que vous êtes croyant. Est-ce que ça vous touche Ça me touche beaucoup parce que je suis croyant et je ne crois pas en la même chose, mais je sens la foi chez lui, et peu importe qu'il ait fermé la porte à l'église, en fait, on sent que sa foi, elle est restée intacte. Ouais. Il a gardé le message essentiel et que sa foi, elle est pure et nette. Et j'imagine bien son échange avec les autres humains, et c'est ça qui est l'essentiel, en fait. Très bien. C'est un mot de la fin formidable. Merci beaucoup. C'était Salut les terriens avec Benjamin Castaldi pour Dans les yeux de Simone chez Albin Michel, Jacques Julliard pour Que sont les grands hommes devenus chez Perrin, Luc Ferry, La révolution de l'amour chez Plomb, Omar et Fred pour le DVD 4 du SAV des émissions, Alain Chapelier pour Ne m'appelez plus père chez First Edition. Je vous rappelle la sortie en salle du documentaire Severn, La voix de nos enfants, un film pour apprendre à mieux consommer en respectant l'environnement, réalisé par Jean-Paul Jaude. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Je vous laisse avec le SAV des émissions, groland.com. Et pour les abonnés à 20h50, une affaire d'État avec André Dussolier et Rachida Brakni. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr. Salut les terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.